Vous écoutez le podcast de Collection Miwa. Bienvenue sur le podcast de Collection Miwa. Je suis aujourd'hui à côté de Lyon, à Villeurbanne, avec le photographe Pierre Sage, qui est l'auteur du livre Night Call. C'est exact. Night Call Lyon, les fleurs du mal, exactement. Ah, j'ai oublié la moitié du titre, c'est oui, tout. Mais t'as pris l'essentiel du coup, Julien. Ça marche aussi. Bonjour Pierre. Bonjour Julien. Alors la toute première question, elle est très simple. Pierre, qui es-tu? Quel est ton parcours? Alors, qui je suis? Écoute, c'est une question pertinente du coup. Je suis Pierre Sage. J'habite à Lyon, plus précisément à Villeurbanne. Mon parcours est un petit peu atypique. J'ai été prof de maths. Tout début, il y a 25 ans. Donc, on va dire que j'étais très éloigné de mon univers et de mes aspirations photographiques. Et j'ai pris goût à la photo à 20 ans. Et j'ai aimé travailler sur cet univers, qui est un univers de charme, de volupté, de sensualité, dans lequel j'ai découvert ce que j'aimais retraduire dans mon imaginaire, ce que je ressentais en moi, à travers des mises en scène. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu du parcours, de ton parcours dans la photo? Mais alors quand je dis parcours, c'est vraiment depuis le tout début. Comment tu es arrivé à la photographie? Comment es-tu arrivé à photographier, à ton style de photographie? Tu veux la version officielle ou la version... On va faire les deux. On va faire les deux. Non, la version officielle, c'est que j'ai commencé la photographie. Alors à l'époque, il n'y avait pas de numérique. J'ai commencé avec des appareils photo jetables. C'était par jeu avec ma femme. Nous avions 25 ans et j'ai eu envie de travailler sur la prendre en photo dans des environnements dénudés et à l'intérieur de notre appartement, à l'extérieur. Et donc j'ai commencé vraiment par elle, avec elle, sur des jeux entre nous pour travailler sur l'érotisme, la sensualité. Et j'ai vraiment commencé comme ça. Donc ça a été des appareils photo jetables développés directement dans le petit magasin Carrefour du coin. On allait chercher nos photos qu'on avait fait 15 jours avant. Il n'y avait pas trop de gêne à ce moment-là? Il y avait un peu de gêne, mais assumé quand même. Mais effectivement, il y avait ce côté un peu, et avec la dame qui regardait les photos devant toi et qui validait pour dire, celle-ci on vous les facture, celle-ci on les facture pas, elles sont floues. Mais effectivement, j'ai commencé comme ça. Et puis, j'ai découvert le numérique avec les tout premiers appareils photo numériques. Je crois que c'était un Canon Xus 500 de mémoire. En tout cas, je crois que c'était l'appareil photo que j'avais. Et à partir de là, j'ai, on va dire, plus travaillé ce que j'avais envie d'exprimer toujours autour de l'érotisme et de la sensualité, mais avec ma femme. Et puis, les photos ont fait leur chemin. D'autres filles ont voulu que je les prenne en photo. Et puis, ça s'est, ça s'est fait naturellement. Je ne me suis pas posé de questions. C'est simplement avoir envie de traduire ma vision de la sensualité ou de l'érotisme ou de la femme à travers mon objectif. Et donc, le parcours a été totalement innocent. Et j'en suis venu vraiment par hasard. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de photographes qui se cherchent dans leur style, dans ce qu'ils ont envie de photographier. Enfin, je sais que moi, quand j'ai eu mon premier boîtier numérique, j'ai fait aussi quelques photos de filles, mais bon, je me suis vite rendu compte que c'était pas mon truc. Et puis quand je vois ton travail, je me dis que j'ai bien fait d'arrêter. Je te remercie. Mais toi, j'ai l'impression que tu as tout de suite été dans ton domaine. Tu t'es pas trop cherché, en fait. Non, en fait, c'est vrai que c'est la photo en tant que telle. C'est pas l'intérêt que je porte. Je suis pas tous les jours avec mon boîtier, loin de là. Ça a vraiment été de retranscrire. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je fasse une psychanalyse de plusieurs années pour comprendre d'où ça vient. Mais en tout cas, j'ai eu envie d'exprimer une vision de la photo. Alors, c'est vrai qu'au tout départ, pour pouvoir comprendre pourquoi je voulais faire de la photo, j'ai eu besoin qu'on se fasse prendre en photo. Donc, on allait voir des photographes qui la prenaient en photo, voire me prenaient en photo, pour que je comprenne comment ça fonctionnait et qu'est-ce que j'avais envie de retraduire que eux n'arrivaient pas à retraduire. Et donc, ça m'a aidé en fait à me lancer pour comprendre que ce que je voulais faire, c'est simplement que les autres ne le faisaient pas parce que je n'arrivais pas à retraduire ce que moi j'attendais. Donc ça m'a beaucoup aiguillé sur ce que moi je voulais. Mais c'est vrai que c'était très axé dès le départ sur la femme et alors au départ la femme seule
Et puis, quelques années après, sur les mises en scène et sur l'idée de travailler sur une chorégraphie, sur un tourbillon de rencontres, on va dire, entre hommes et femmes, qui finalement a été pendant plusieurs années ce qui m'a vraiment animé. Alors on voit dans tes photos qu'il y a une grosse partie de scénographie. Tu me disais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, que tu travaillais avec une quinzaine de personnes. Tu peux nous parler un peu des prises de vue, comment ça se passe, quelle est la journée type de Pierre Sage, photographe? Alors, la journée type, il n'y a pas de journée type, il y a déjà un mois de travail en amont, c'est-à-dire construction d'un mood board, un storyboard, des échanges avec les mannequins, le styliste, les maquilleurs, on définit déjà tout ce qu'on veut retranscrire. À partir du moment où on a un lieu, une mise en scène, dans le livre Night Call Lyon, Les Fleurs du Mal, ça tourne autour des restaurants et des bars de Lyon. Donc, à partir du moment où j'ai une typologie de lieu, identifier l'histoire du lieu aussi, ça nous permet de vraiment travailler sur à combien de mannequins on fait appel, ce qui va amener après à la construction de l'équipe. Et donc, une fois sur place, tout est déjà, on va dire, scénarisé, puisque j'ai déjà les scènes qui sont retenues, qui sont identifiées, puisqu'on a photographié le lieu et les scènes avant, placé virtuellement les éclairages, avec les choix de modeleurs. Donc, tout est déjà en place, j'allais dire. Il n'y a plus que les interactions des mannequins et de l'équipe à mettre en place. Et donc, une journée shooting commence à 7h et termine à 20h. À partir du moment où on me laisse les clés. Et on travaille sur la mise en place de l'éclairage qui prend beaucoup de temps. Et puis sur le travail d'interaction avec les mannequins, ce qui est toujours un peu très drôle et surprenant. Puisque à ce moment-là, il y a une partie d'imprévisible qui est l'humain et qui est comment l'équipe va se construire dans la journée et évoluer ensemble. Il y a des imprévus. Ah oui, il y a toujours des imprévus, mais c'est ça qui est bon, justement. Et j'aime ces imprévus, moi, dans ces échanges, quand on se retrouve à 15 personnes, 12-15 personnes, et qu'il y a 4 mannequins hommes, une mannequin femme, on peut imaginer comment ils interagissent entre eux, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des histoires d'ego, est-ce qu'il y a des problématiques d'entente, est-ce qu'il y a... Enfin voilà, il y a toujours une part de séduction, et je l'utilise beaucoup à travers mes photos pour retranscrire ce que j'ai envie de retranscrire. Donc je pense que tu dois faire beaucoup de direction des mannequins, mais à un moment tu les laisses... Tu me parlais d'une photo là tout à l'heure qui est en face de nous, où en fait c'est après la séance, si j'ai bien compris, et ils discutaient, ils se faisaient chier, ils en avaient marre, et c'est la photo que tu gardes. Ouais, parce que il peut y avoir des moments où effectivement, dans l'équipe, il y a des petites histoires qui peuvent se passer dans la journée. C'est pas arrivé souvent, mais ça peut arriver. Du coup, moi, je l'utilise parce que ça m'intéresse justement de créer cet univers. Tu vois, Julien, tu mets 4 garçons ensemble, tu as un chef de meute qui, naturellement, spontanément, va prendre le lead. Tu mets 3 filles ensemble, il y en a une qui va vouloir sortir du lot et être peut-être un peu au-dessus et se rendre détestée des autres. Donc ça, c'est des éléments que je prends en compte et que je peux changer la position des mannequins dans la scène en fonction de leur caractère. Parce que du coup, je vais utiliser leur caractère pour soit les conforter dans leur idée, soit au contraire un peu les déstabiliser pour les pousser un peu au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de donner. En fait, tu prépares toutes tes photos à l'avance et du coup, au final, tu as quand même une grosse part d'imprévu. Il n'y a pas des frustrations parfois si tu n'arrives pas à voir ce que tu veux ou ce que tu as imaginé? En fait, ce qui est préparé, c'est les éclairages. J'ai un gros travail d'éclairage en amont et de scénique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai identifié une scène, c'est-à-dire un angle de prise de vue, on travaille en amont sur l'éclairage. Il y a entre 5 et 15 flashs, 15 sources de lumière. Et ensuite, l'imprévu est là. C'est-à-dire que les mannequins, les figurants, les acteurs ont une marge de latitude de bouger, si tu veux. Mais en même temps, c'est là que tout se passe, en fait. C'est à moi de diriger. Je suis vraiment un élément, le chef d'orchestre, qui va leur donner des tempos et je vais les laisser voir comment ils interagissent entre eux. Quand on laisse plusieurs mannequins entre eux interagir, il se passe quelque chose. Voilà, ils ont envie de proposer quelque chose. Il y a aussi l'ego qui parle, et c'est pas négatif. Il y a aussi la manière dont ils veulent se démarquer de l'autre. Donc du coup, tout ça, c'est un élément important. Donc il y a vraiment cette part d'imprévu. Je ne sais jamais trop comment ça va se passer. Je peux décider que la scène, je veux qu'elle se passe comme ça, avec des interactions de telle manière, alors que finalement, ça va pas du tout fonctionner et que je me rends compte que... Il y a un des mannequins qui est un peu plus
un peu plus distant, et je vais profiter du fait qu'il soit un peu plus isolé pour finalement le mettre en avant. Donc il y a vraiment cette part de certitude que j'aime. Tout est maîtrisé en amont, effectivement. La partie éclairage, la partie vision de la scène, j'ai déjà une idée assez arrêtée de ce que j'attends. Quand tu as fait la première photo de ton livre, est-ce que tu savais déjà que tu allais faire un livre ? Non, mais j'ai jamais imaginé faire un livre. Moi, j'ai jamais même imaginé faire de retrouver 15 mannequins sur une journée pour faire un shooting. Je ne savais même pas que j'avais la capacité de réunir autant de personnes et les faire lever un dimanche matin à 7h pour faire des photos. Donc c'est totalement surnaturel pour moi. Je n'ai pensé à rien n'est réfléchi, le livre n'est absolument pas réfléchi, le thème ou la série sur les bars et les restaurants de Lyon n'est pas réfléchi non plus. C'est venu, comme on en a parlé tout à l'heure avant de commencer, c'est venu sur l'idée en sortant dans les lieux branchés et les bars de Lyon, de découvrir cet univers de séduction et de voir un peu les interactions entre ces hommes et ces femmes. Du coup, en observateur que j'adore être, je regardais comment il fonctionnait et comment ça fonctionne, comment l'homme peut finalement se transformer en frelon un samedi soir et tourner autour de l'abeille pour essayer de butiner. Et du coup, ça m'a beaucoup inspiré ces éléments, ces lieux de séduction, du coup, qui sont extrêmement codifiés. Ce que je retransmets à ma manière à travers ces photos, en tout cas avec ma vision. Tu te rappelles la première photo que tu as prise qui est dans le livre ? Alors, la première photo que j'ai prise, est-ce que je m'en souviens qui est dans le livre ? Oui, je me souviens de la première photo, tout à fait. Et c'est la première fois que je prenais une mise en scène avec plusieurs personnages, puisque j'ai commencé avec simplement des femmes, seules. Et un jour, j'étais en plein shooting avec une mannequin et j'ai eu un burn-out. Je lui dis on arrête, ça ne me convient plus, il me manque quelque chose. À partir de là, j'ai réfléchi et j'avais envie de travailler sur une interaction avec des hommes et des femmes. Et je me souviens très bien de ce premier shooting, qui est un des shootings les plus marquants, un shooting vraiment des plus marquants, qui était dans un lieu exceptionnel, très, très, très boudoir, et avec la possibilité de travailler avec un styliste qui avait des vêtements années 30, années 40. Et on a fait un shooting incroyable avec 2 hommes et une mannequin femme. Et c'était un souvenir incroyable avec ce lieu unique qui est une reproduction d'un bar à Venise, et donc avec tout cet univers boudoir, confiné, extrêmement séducteur. Et ces 2 garçons devant cette mannequin qui finalement dirige, parce que pour moi la femme finalement contrôle ces garçons, ces mannequins. Comment tu trouves les lieux dans lesquels tu fais des photos ? Parce que tu as quand même des lieux qui sont assez incroyables. Alors, soit tu as un gros fêtard, soit tu as un bon réseau. C'est quoi Alors, les deux, mon capitaine, j'ai envie de te dire. Non, il y a le côté... effectivement, en sortant, je commençais à connaître un peu, développer un réseau, mais... Quand on a la possibilité, qu'on nous laisse la possibilité de faire des photos dans un bar assez exceptionnel, en décoration, en univers, en atmosphère, à partir du moment où le résultat sort et qu'il est vu, il est vrai que les autres établissements, très facilement, t'ouvrent la porte aussi. Il y a aussi peut-être une idée pas de compétition directe, mais de dire « Ah, bah, c'est super ». Peut-être que j'aimerais bien aussi avoir la même chose. Donc, et puis il y a une légitimité qui se met en place. C'est-à-dire que je l'ai fait dans un endroit, j'ai eu une légitimité pour finalement qu'on me fasse confiance et avoir les clés d'autres établissements. Donc ça s'est vraiment fait naturellement. À quel moment tu as eu le déclic et tu t'es dit je vais faire un livre ? Est-ce que c'était une fois que tu avais fini tes séries ou est-ce que ça a été en cours de route ? Non, ça s'est fait un jour. J'ai pensé très rapidement un jour. C'était en 2018, je crois, effectivement, et je commençais à me rendre compte que j'arrivais au bout d'une série, et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire un livre ? Et j'ai pensé à la plateforme Ulule, mais ça a vraiment été immédiat, il n'y a pas eu de réflexion. C'est à partir du moment où je l'ai pensé, une semaine après, je me mettais à l'idée que j'allais effectivement proposer et voir si ça fonctionnait, si les gens adhéraient sur l'idée de ce livre et sur l'idée de sortir une série sur ces nuits fantasmées de Lyon.
parce que c'est en tout cas mon fantasme, mes nuits fantasmées de la ville de Lyon, et si les gens allaient adhérer, donc c'était pas grave si les gens n'adhéraient pas, pour moi c'était absolument pas important, simplement j'avais déjà fait l'essentiel, c'est-à-dire ça représente 6 ans d'un travail avec tous ces mannequins, il y a énormément de rencontres, d'interactions humaines, d'interactions artistiques, coiffeurs, maquilleurs, stylistes, vidéastes, et j'en passe, on a vraiment beaucoup travaillé. Et puis, ça me semblait être intéressant de le proposer en point, pas final, mais en tout cas en point d'orgue d'une série qui était déjà assez complète, puisqu'il y avait à ce moment-là 13 établissements qui avaient été mis en lumière. Et donc, une proposition sur Ulule qui, effectivement, a fonctionné, tant mieux, et qui a permis de sortir cet ouvrage. Avant de reparler édition, on va juste revenir sur les personnes qui travaillent avec toi sur les séances de photos. Tu me parlais tout à l'heure d'une personne qui a l'air assez importante et qui est le good viber. C'est quoi un good viber? Oui, alors j'ai compris très vite que de travailler avec plusieurs mannequins sur une mise en scène, on est quand même dans des lieux assez chics, assez boudoirs, dans des scènes qui sont assez intimistes, où la femme peut être assez dénudée. Et il était important qu'à la fois les garçons, qui peuvent l'être aussi un peu dénudés, mais c'est vrai que ce n'est pas l'essentiel de ce que j'ai produit jusqu'à aujourd'hui, il était important pour moi qu'au moment de la prise de vue, tout le monde se sente bien. Et donc, assez rapidement, après les 3-4 premiers shootings, j'ai compris l'importance d'avoir un good viber ou une good vibeuse, c'est-à-dire, si c'est un shooting avec plusieurs garçons et on va dire une fille, je fais venir une good vibeuse, une jolie femme qui va être là pour finalement discuter avec les mannequins le temps de la préparation, du maquillage, et qui va finalement leur proposer le café, leur proposer de prendre un verre, de discuter, d'échanger, ce qui permet finalement de déjà créer un lien et de les mettre en situation assez rapidement, parce que le temps de shooting est assez court finalement sur une journée de prise de vue. Si on compte 3 heures de mise en éclairage, il va nous rester une demi-heure, puisqu'il y a 2-3 scènes, une demi-heure de prise de vue, donc il faut déjà que tout le monde soit préparé et à l'aise. Donc, effectivement, le good viber est là pour préparer les mannequins et les mettre en condition et les détendre. Si c'est des femmes, je fais venir un mannequin homme, ça m'est arrivé plusieurs fois, qui est là pour les faire sourire, leur proposer le thé, de discuter. Et donc, encore une fois, on rentre toujours dans cette séduction. On est dans le monde de la séduction. Et donc, c'est important pour moi que tout le monde se sente bien. Je ne sais pas si je garderai la prochaine question au montage, mais on ne sait jamais. T'es arrivé d'avoir des situations un peu cocasses? Donc on va la garder au montage, cette question. Cool. Les situations cocasses, oui, il y en a eu forcément des situations cocasses. Il y a eu pas tant que ça, parce qu'il y a quand même toute une équipe. C'est vrai que ça peut, même pour les mannequins, ça peut vite être impressionnant du coup quand il y a plusieurs personnes qui regardent. Mais c'est arrivé qu'il y ait des disputes pendant le shooting entre deux mannequins, à gérer et donc finalement changer les mises en scène. J'avais prévu de les mettre en couple et donc effectivement il faut changer son fusil d'épaule et se dire je ne pourrais pas créer un couple avec deux mannequins qui se déchirent parce qu'ils ne s'entendent pas du tout, parce qu'il y a eu une situation qui s'est mal passée durant la préparation et le maquillage. Donc ce genre de situation ou des mannequins qui veulent se mettre en avant et qui vont finalement faire trop et sortir les haltères et faire des pompes à gogo et puis essayer de séduire les maquilleuses, tout le monde autour. C'est arrivé, mais il n'y a pas eu de débordement comme je crois avec ton regard qui frétille, comme tu peux l'imaginer. Il n'y a pas eu ce type de débordement. Non, ça reste effectivement très cadré de toute façon et encore une fois très bon enfant. Non, mais je posais la question parce que tu es le 5e photographe que j'interviewe et avant ça, il n'y a eu que des photographes animaliers et je ne peux pas leur poser cette question. Ça irait pas. Donc. Là, j'espérais qu'il se passe un truc, mais non, ça reste très sérieux alors. Ça reste, oui, ça reste sérieux. Non, mais c'est vrai que ça reste un travail. C'est drôle, mais on me pose souvent la question, mais ça reste un travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Oui, je pourrais te raconter des bêtises, je pourrais te dire qu'avec mon grip, avec l'autre main, mais non, non, ça reste. J'ai bien les deux mains sur l'appareil photo, je prends bien les photos avec mes deux mains qui ont beaucoup d'utilité à ce moment-là, et toute l'équipe est autour, et de toute façon, l'œil est vraiment sur ce que moi j'ai dans ma tête. Donc, je ne peux absolument pas dévier. J'ai une idée. Alors, encore une fois, peut-être qu'il y aura un travail à faire pour comprendre d'où ça vient. Mais il faut que j'aille au bout de cette idée, de ce que je vois et de comment j'ai envie de la retranscrire. Donc, c'est très chirurgical, effectivement. Ton meilleur souvenir?
La question bateau. Ouais, alors non, mais j'ai pas... Il y a toujours un moment qu'on préfère, qu'on a préféré. Le meilleur souvenir, je sais pas, j'ai pas de meilleur souvenir durant les shootings. Comme on est très nombreux, j'ai pas le temps de vraiment souffler en fait. Je suis à la fois à l'éclairage, à la technique, au maquillage, à la gestion aussi des interactions, à discuter un peu avec chacun. Donc le souvenir, c'est d'être ensemble en fait. Mon meilleur souvenir sur chaque shooting, c'est qu'on arrive à vraiment créer une équipe, une fusion, une collaboration complète, une vraie synergie dans lequel on passe vraiment des bons moments. Si tu regardes les vidéos backstage, tu verras que c'est des sourires, c'est des rires, tout se passe extrêmement bien, dans une très bonne énergie. Et c'est je pense, le secret aussi d'arriver à retranscrire, en tout cas de mettre à l'aise, c'est de travailler sur ces synergies entre les gens. Avant tout, on est là pour faire des belles photos, mais aussi passer un bon moment. Donc c'est super important. Je prends beaucoup d'importance à parler avec chacun, à prendre le temps de discuter, d'échanger et à faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Donc mon meilleur souvenir, c'est à chaque fois quand ça se termine et on rentre à 20h, c'est de se dire waouh, on a été tous ensemble quoi, et on a fait un travail incroyable, collaboratif, entièrement collaboratif, alors que c'était pas gagné à la base, personne se connaissait vraiment et on arrive à faire des choses incroyables. Donc ça, c'est mon meilleur souvenir. Ça serait vraiment le souvenir d'être tous ensemble. C'est marrant parce qu'on en revient toujours au final à la même chose. Parce que je te posais la question, parce que tu travailles, tu fais des photos dans un domaine qui n'est pas du tout le mien. Et du coup, je suis très curieux et je m'interroge. J'ai vraiment beaucoup d'interrogations sur comment ça se passe et tout. Et au final, ton meilleur souvenir, c'est exactement les mêmes que je peux avoir moi quand je suis en voyage pour faire des photos. Au final, c'est la rencontre, être ensemble et passer un bon moment. Donc... Alors peut-être qu'on va échanger. Tu vas me laisser partir au Bénin et puis je te laisserai rentrer dans mes mises en scène. Mais oui, je pense qu'on a ce point commun, Julien, effectivement, d'avoir envie aussi, avant tout, de partager ce moment-là et de le retranscrire. Parce que, encore une fois, quand on rentre dans cet univers, dans mon univers très sensuelo-érotique, c'est toujours un peu borderline. Il suffit de pas grand-chose pour que ça se passe pas bien, que un des mannequins se sente pas bien, qu'elle n'aime pas la tenue, qu'elle n'aime pas la coiffure, ou que le maquillage lui corresponde pas, ou que le garçon se sente pas forcément bien mis en scène. Donc c'est vraiment un travail tous ensemble. Je marche un peu sur du velours pour faire en sorte qu'on arrive à ressortir le meilleur. Un petit grain de sable fait et pourrait faire que tout bascule et que cette mise en scène et cette composition humaine et artistique ne fonctionne plus. Donc on est toujours à la limite de comment on fait pour que chacun puisse se sentir bien et donne le meilleur dans cet univers-là. Donc l'humain est au centre de mes préoccupations à ce moment-là. C'est déjà arrivé le grain de sable ? Le grain de sable est arrivé, mais le grain de sable se transforme derrière en une machine encore plus puissante. Voilà, il suffit de le transformer. Il suffit qu'à un moment, le mannequin ne se sente pas bien, de finalement le faire changer de position et le mettre ailleurs dans la scène, en interaction avec quelqu'un d'autre. Et du coup, ça duplique et ça multiplie son envie, son désir de se dévoiler, de produire une image. Donc, il n'y a pas eu de grains de sable qui ont arrêté la machine. Jamais. Au contraire, le grain de sable a souvent permis de créer des tableaux qui n'étaient pas prévus à la base. Parce que justement, j'ai mieux compris ce qu'il fallait faire à ce moment-là pour que tout le monde soit à la quintessence de ce qu'il avait envie de donner. Il y a une photo à ma gauche, tu m'en parlais tout à l'heure. Tu me disais que c'est une photo... Alors, je ne pense pas que tu te rappelles du numéro de la page dans le livre. Il y a 4 hommes et une femme, et tu me disais qu'il y en a 3 des hommes ont 45 ans et le 4e a 22, et que ça, c'est peut-être un grain de sable, non, Non, c'était voulu, ça a été une vraie question. Effectivement, toi, tu le voulais, mais lui, il le voulait pas, et ça a mis le regard, tu me disais, non ? Non, en fait, c'était un shooting où je voyais plusieurs hommes. Ça, c'est mon maquilleur. Qui m'a proposé, il m'a dit écoute, c'est bien, mais moi j'aimerais bien faire un shooting où effectivement on va proposer à plusieurs mannequins. Voilà, très beau en plus, c'est très énervant et très sympa, c'est encore plus énervant. Et moi je dis écoute, 3 personnes c'est déjà bien, mettre 5 personnes sur une mise en scène c'est compliqué, en plus avec 4 hommes, plus ou moins dénudés.
Et quand on a commencé à faire, entre guillemets, le casting et de regarder avec qui on allait mettre, il y avait effectivement une question qui se posait. Il y avait 3 mannequins très confirmés, qui sont très connus dans le milieu, et un jeune qui avait 20 ans de moins pratiquement que les autres. Et comment on allait le mettre au milieu avec une femme seule, et comment on allait le faire fonctionner avec ces 3 autres garçons. Il y a une compétition qui se met en place, et du coup ça a été assez intéressant, puisque cet excès de confiance, ce manque de confiance, a permis de créer si tu veux, c'est un peu comme dans le règne animal. Voilà, quand tu parles de ton travail ou d'aller à l'extérieur, tu parles des fauves, des ours, et ben, tu mets, il y a le jeune loup. Il y a un jeune loup qui est là et qui a envie, lui, de prendre la place du calife et prendre la place du chef de meute. Et il y avait ce côté-là qui était très présent chez lui, que j'ai utilisé sans forcément en avoir conscience. Il voulait être beaucoup plus présent sur les photos, il voulait être plus souvent dans les bras de cette jeune femme dénudée, il voulait plus qu'on le voit, et du coup, je l'ai utilisé. Pas forcément comme il voulait à chaque fois, quitte à le décevoir, mais ça provoquait quelque chose chez lui, ça le touchait, et donc du coup, il était intentionnellement plus fort. Donc moi, ça m'interpelle. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est ce côté un peu... Voilà, on part un peu sur... on les fait sortir de leur schéma. Voilà, c'est ça qui m'intéresse en fait. Parce que les mannequins, quand ils posent action, ils ont un schéma qu'ils ont appris à mettre en place. Et ce qui m'intéresse, c'est de les déstabiliser un petit peu pour les faire sortir un peu de leur cadre. Et ils le prennent bien, ils aiment les photos derrière? Parce que c'est pas forcément évident de se faire déstabiliser. Ah mais j'ai plus aucun mannequin qui m'appelle, moi, c'est fini. Il n'y a plus personne, j'ai plus d'amis, c'est pour ça que j'arrête la photo, c'est fini. Non, mais oui, ça se passe très bien, c'est une autre image. Je n'ai pas de souvenir ou j'ai pas de mémoire qu'il y a un mannequin qui m'appelle pour me dire je suis pas content. Ça c'est voilà, en plus ils viennent parce qu'ils ont vraiment envie de venir, et c'est vrai que souvent je suis sollicité et j'explique, je ne peux pas mettre un mannequin dans une scène si j'ai pas déjà la scène. Donc quand on me dit moi je voudrais poser ou je voudrais intervenir, je n'ai pas encore la scène. En fait, c'est le lieu et la scène qui va me définir quel type de mannequin j'appelle. Est-ce que c'est un mannequin plus longiligne, plus musclé, tatoué, etc. C'est vraiment en fait l'univers qui va me permettre d'aller là où je veux aller, avec qui je veux aller. Mais non, ça s'est toujours très bien passé, il n'y a eu aucun souci. Et je sens là où je peux aller aussi dans les limites. Donc voilà, je ne dis pas que je les amène sur totalement autre chose. Je n'ai pas fait du transformisme sans les prévenir, mais c'est intéressant de les pousser un peu dans les limites. Et puis dès qu'on met des garçons ou des femmes ensemble dans un univers de séduction, il se passe quelque chose. Voilà. On est un peu dans un Koh-Lanta de séduction, de tentation. Donc il y a forcément quelque chose qui en sort. Voilà. Le truc, c'est d'arriver à en jouer, d'arriver à les faire sortir un peu de leur gond. C'est la différence avec les photographes que j'ai interviewés auparavant qui peuvent attendre pendant des heures qu'il se passe un truc parce que le lion ne veut pas venir ou qu'il dort. Ah ben moi, le lion, il veut très souvent être là très très vite. Voilà, lui par contre, il dort pas. C'est vrai que le lion est souvent très présent. J'ai pas ce problème-là d'attente. Ouais. On parle un peu d'édition. Allons-y, avec grand plaisir. Donc au bout de quelques photos, tu as souhaité éditer un livre. Parle-nous un peu de ce processus parce que c'est aussi une sacrée... Enfin déjà tes mises en scène, t'en as pour 1 mois, tu nous disais à mettre tout ça en place. Tu fais les photos, donc tu as mis 5 ans ou 6 ans à faire toutes tes photos. Et après, tu décides de faire un livre, ce qui n'est pas si simple non plus. Oui, effectivement. Il y a 13 établissements. Il y a, sur les 13 établissements, il y a à peu près 60 scènes, mises en scène différentes, de lieux différents. Et ce livre, encore une fois, c'est proposé à moi d'une manière totalement décomplexée. Je dis pourquoi pas lancer un projet sur Ulule. Donc à partir du moment où je me lance, c'est effectivement à chaque fois, je ne sais pas faire les choses à moitié. Donc préparer des visuels et puis lancer le projet, en parler autour de moi. Est-ce qu'il y a une légitimité pour que je fasse un livre? Parce que je ne me sens pas forcément légitime non plus. Mais ce n'était pas un point d'orgue, ce n'était pas quelque chose de maîtrisé et réfléchi. La question était, tiens, on va lancer le livre, on va voir ce qu'on peut faire. Je découvre la plateforme Ulule, je m'y intéresse, je commence à préparer un texte, à parler de moi aussi, même si j'aime... pas vraiment toujours parler de moi, mais en tout cas de l'origine, de pourquoi j'ai fait ça, d'où je viens. Et puis la machine se lance, mais encore une fois, dans l'informatique digitale, on parle beaucoup de l'agilité. Je l'ai fait de manière très agile, c'est-à-dire il y avait des étapes et on lance cette étape-là. Tiens, si ça aboutit, on fait la prochaine étape. Et c'est vraiment comme ça que j'ai vu les choses. Donc je ne me suis pas vraiment posé de questions. Je me suis rendu compte de la difficulté
de lancer une opération d'édition, d'auto-édition, puisque c'est un vrai travail. Et là, effectivement, il y a un travail de communication, il y a un travail de présence, à la fois sur les réseaux sociaux et autour de soi, et un travail à faire sur soi aussi, puisqu'il faut aussi parler de soi. Et du coup, voilà, ça a été un vrai travail, une vraie expérience, mais super intéressante, quoi. Moi, j'en sors super ravi. En plus, le livre est sorti avec voilà, un imprimeur au top, avec des équipes derrière qui m'ont suivi, des gens qui m'ont suivi, qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, des partenaires. Enfin, ça a été extraordinaire. Enfin, pour moi, ça a été une aventure géniale. À aucun moment tu as pensé passer par un éditeur? Non, parce que encore une fois, je voulais savoir si les gens adhéraient. Ce qui me plaît et ce qui me plaisait dans l'auto-édition et dans des opérations de crowdfunding, c'est de savoir déjà, est-ce que on a des ambassadeurs autour de nous ou des gens qui se disent ouais, c'est génial ton projet, j'adhère. Finalement, c'est quoi? Je sors un livre de photos sur c'est simplement un livre de photos dans des univers sensuels, érotiques. C'est pas enfin voilà, je sors pas un produit révolutionnaire. Donc est-ce que ça peut intéresser des gens d'avoir ça chez eux? Donc voilà, tout bêtement, je me suis dit tiens, voilà, on va le proposer. Est-ce que ce que j'ai fait artistiquement, sans réfléchir, avec mes tripes et avec ce que j'ai en moi, est-ce que ça peut plaire et intéresser les gens autour de moi? Donc ça a été sans réfléchir, en disant voilà, et si ça le fait pas, c'est pas grave. Et tant mieux, ça l'a fait. Si ça ne l'avait pas fait, c'était pas grave, puisque de toute façon, c'était en moi et il fallait que je l'exprime. Voilà, donc ça a été 6 ans d'un travail intense pour finalement faire une autothérapie sur ce que je voyais, sur ce que j'avais envie de faire. Donc, ouais, non, ça a été vraiment une expérience enrichissante, difficile mais enrichissante. Tu as bossé avec d'autres personnes sur le livre ou tu l'as fait entièrement, mis à part l'impression Non, je l'ai fait seul. Je me suis fait aider pour faire pour la partie template de la maquette, mais après je l'ai fait entièrement seul. De A à Z, en vraie collaboration avec l'imprimeur qui m'a beaucoup aussi conseillé. Mais ça a été un travail essentiellement seul, avec effectivement des aides autour de moi, de gens qui avaient soit des expériences de communication ou de graphisme. Mais tout le livre, que ce soit l'imagerie, le logo, etc., j'ai beaucoup travaillé dessus pour, encore une fois, en temps réel, puisque je ne l'avais pas anticipé. Tu as mis combien de temps à peu près à faire le livre, entre le moment où tu décides de faire un livre et la sortie d'impression? Je ne sais pas, il s'est passé 4 mois, mais je me suis fait beaucoup disputer par l'imprimeur puisque je n'avais rien préparé et qu'on a été très très juste dans les délais et qu'au moment où il me dit il faut qu'on le fasse, à 3 jours près, c'était trop tard. Donc ça a été, je crois que ça a été 3 mois, 3-4 mois. Le travail, ça a été extrêmement court pour le sortir à temps et avec tous les éléments, puisqu'il fallait énormément d'éléments. J'avais pas, que ça soit le texte, que ça soit les logos au format vectoriel, que ça soit les photos. Enfin, ça a été un travail intense et voilà, je me suis fait reprendre comme un enfant, pas très sage d'ailleurs, pour que les jalons soient bien respectés. 3-4 mois intensifs ou non, plutôt cool? Ah non, ça a été entre ça et puis la communication, puisqu'en même temps qu'on prépare le livre, le principe de l'auto-édition, c'est que on doit préparer l'objet désiré à sortir, et en même temps, il faut aussi communiquer. Donc ça a été un travail très important autour de moi, et je me suis fatigué moi-même, Julien, je te cache pas que je me suis détesté, j'en pouvais plus de parler de moi. Je connais. Ah oui, voilà, donc tu sais ce que c'est. Non, c'était insupportable de parler précommandé, réservez votre exemplaire. J'avais envie de faire l'hélicoptère à ce moment-là, moi. J'en pouvais plus. C'est très difficile, puisque du coup, on fait de l'autopromotion. Je déteste ça, mais c'est un exercice un peu imposé. Il faut le faire intelligemment, et on parle de soi, donc on est effectivement auto-centré. Et donc pendant 3 mois, entre les allers-retours avec l'imprimeur, le choix du papier, le choix de la couverture, le budget alloué finalement en fonction des retours de la campagne de crowdfunding Ulule, ça demande une énergie de plusieurs heures par jour. Tu as réussi à trouver un équilibre financier avec le coût de l'impression, les divers coûts du livre? Alors on ne va pas parler de la prise de vue parce que là, c'est sûr que tu vas me dire non. Donc, entre le coût d'impression et tout ce qui peut tourner autour et ta campagne de crowdfunding? Oui, l'équilibre financier était déjà mesuré à partir du moment où la campagne était un succès. Je savais que j'arrivais à l'équilibre.
Donc j'avais déjà acquis la certitude que j'arrivais à l'équilibre. J'avais quand même fait le calcul pour être certain que je m'en sorte. Voilà, donc ça c'était déjà réfléchi et c'est aussi la raison pour laquelle je suis passé par l'auto-édition. Et le Ulule, ça me permettait d'être certain qu'il y avait une pré-réservation, en tout cas un budget alloué pour éditer ce livre et ensuite d'en définir le nombre d'exemplaires. Oui, tu me disais tout à l'heure, tu ne te souviens plus. Non, je ne me souviens plus, j'ai honte. J'ai honte, pourtant c'est pas vieux, mais je ne me souviens plus du nombre d'exemplaires exact. Alors c'est moins de 1000, ça c'est sûr. Je crois 400 ou 500 exemplaires de mémoire. Et je crois qu'il y en a 180 qui sont partis du fait de la campagne derrière. Voilà. Si on doit chiffrer mensuellement maintenant, ça donne quoi les revenus du livre ? Les revenus de livres aujourd'hui, non, elles sont très anecdotiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en vends, mais on va dire tous les mois, il y a moins de 10. Voilà. Mais en même temps, je ne fais pas une très grosse communication non plus. J'ai eu une période, on va dire, de burn-out après le livre, après les expos. On en a parlé tout à l'heure. Entre la sortie du livre, les expositions à Arles, à Paris, les expositions en Chine, j'ai fait une dissonance totale entre mon travail artistique et ce que je suis. Et j'ai coupé pendant plus d'un an et demi sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux d'ailleurs. Plus de photos, plus de réseaux, plus rien, m'éloigner totalement de la photo. Donc effectivement, ça n'a pas aidé non plus à le grandir, mais en même temps, il me reste des exemplaires, ils sont là et je ne suis pas inquiet. Et puis, encore une fois, je ne l'ai pas fait uniquement pour gagner de l'argent, sinon je crois que je n'aurais pas fait tout ça. Mais c'était vraiment l'envie de le proposer, qu'il plaise, il plaît. Et puis ensuite, maintenant, voilà, il va travailler. Je retravaille un peu dessus. Il y aura peut-être un deuxième tome. Je réfléchis à ce que je peux faire, peut-être très différent ou pas. Mais je n'ai pas une vision commerciale. J'espère qu'un jour, peut-être qu'elle viendra un peu. En tout cas, je ferai appel à toi ou à Miwa. Non, mais je sais, c'est pour ça que je souris. C'est que voilà, on a toute cette difficulté. Non, ça venait de moi et j'ai pas eu cette dimension-là. Je ne voulais pas effectivement que ça soit un déficit. Mais le temps et l'investissement n'est pas rentable aujourd'hui pour moi. Et c'est encore une fois un travail très artistique qui ne plaît pas aux 7-77 ans. 18-77. 18, c'est vrai, tu fais bien de le préciser, c'est mieux, Julien, je suis désolé de ce lapsus. 18, donc reprenons bien 18-77 ans. Donc voilà, c'est une niche, effectivement, de gens qui peuvent être sensibles à mon travail et puis à cet univers. Donc, encore une fois, non, c'était pas l'objectif. Au-delà de l'aspect financier, le livre, il t'a apporté quoi ? Écoute, qu'est-ce qui m'a apporté le livre ? Je ne sais pas. Tu me disais tout à l'heure que parfois on te reconnaît à Lyon. Non, mais c'est parce que on me reconnaît parfois. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je m'en souviens pas forcément. C'est des soirées un peu arrosées. Non, c'est pas on me reconnaît. C'est qu'effectivement, le fait d'avoir travaillé dans des bars, dans des lieux connus, codifiés à Lyon, effectivement, si je sors dans ces endroits-là, que ce soit les responsables de l'établissement ou certains clients me reconnaissent, c'est une évidence. Et puis après, sur Lyon, à faire un travail avec plusieurs mannequins, encore une fois, dans des lieux du public, il y a forcément plus de gens qui peuvent te reconnaître. Le livre, ce qui m'a apporté, c'est peut-être le fait d'avoir finalement réussi, moi, à mon petit niveau, à retranscrire ce que j'avais envie de retranscrire et de le matérialiser par un livre, parce que le fait de le voir sur un écran, ce n'est pas pareil. Quand on a l'objet, ça m'a fait plaisir de repenser à tout ce qu'on a fait tous ensemble, puisqu'à chaque fois, il y a eu... Je ne sais pas combien d'artistes en tout, on est peut-être 80 à avoir travaillé sur 5 ans. Je travaillais souvent avec la même équipe, mais après, il y avait les mannequins qui changeaient, d'autres qui venaient, qui repartaient. Donc ça, c'est le plaisir de se dire, voilà, tous ensemble, on a réussi à faire ça et d'arriver à en faire un objet à ma petite échelle. Et moi, j'ai trouvé ça... c'était un point d'orgue, pas un point final. Peut-être que ça partira autrement, mais... Voilà, se dire c'est super parce que du coup c'est matériel. Voilà, il y a ce côté un peu satisfait de dire voilà, j'ai réussi à la boucle est bouclée. Voilà, en tout cas cette boucle-là elle est bouclée puisqu'il y a quelque chose qui en ressort. Je vais revenir sur tes propos tout à l'heure. Tu nous parlais d'exposition et tu nous parlais de Chine.
Qu'est-ce que tu as fait en Chine? Moi, je sais ce que tu as fait, je l'ai vu avant Alors, de venir. il est interdit d'en parler dans le podcast de ce que j'ai fait en Chine, Julien. On en a parlé tout à l'heure. Ce qui reste en Chine. Et non, j'ai eu la chance incroyable, exceptionnelle, et j'en remercierai toujours les organisateurs chinois. J'ai été découvert à Arles par une association chinoise, avec cet agent en France, donc, qui est chinois, m'a proposé de partir en Chine à 2 reprises, et donc j'ai eu la chance incroyable avec 4 autres photographes de partir découvrir la Chine, et pas forcément que la grande Chine, mais aussi des petits villages ou des petites villes, et d'exposer à travers certaines villes de Chine, du sud de la Chine, et non seulement d'exposer, parce que ça c'est un univers et puis une culture que je ne connaissais pas et qui est assez incroyable, mais aussi d'en faire un shooting dans mon univers de charme, en sachant à quel point la Chine est assez fermée sur ces aspects-là, puisque voilà, toutes ces photos-là sont officiellement interdites, en tout cas de distribution sur les réseaux ou sur leur navigateur. Et de faire un shooting sensuel, lingerie, et un peu plus en plein Beijing, au centre même de la Chine, ça a été complètement surréaliste, avec 3 mannequins chinois, ça a été surréaliste. Ça a été un moment incroyable, de me dire je suis là avec des photographes chinois qui me regardaient, et de me dire je suis en train de prendre en photo 2 chinoises, un chinois, alors que je ne suis pas certain qu'on pourrait vraiment le faire. Je ne suis pas certain que ça soit tout à fait bien vu, mais l'opportunité de le faire a été géniale. Et puis d'exposer, de rencontrer plein de gens, de défiler à Pékin Photo, c'est surréaliste. Voilà. Ah, là, je faisais le malin, tu vois, là, j'avais sorti mon costume et mes boots caramel, et puis tu vois, je marchais comme un pacha. Tu es interviewé à la chaîne. Là, fallait me vous voyez. Ah, mais là, j'avais un ego surdimensionné. Tu peux pas imaginer. Ah non, mais j'en pouvais plus. J'avais les tétons qui pointaient. Enfin, ça, tu couperas au montage. Non. Mais c'était complètement incroyable. J'en garde un souvenir vraiment, vraiment incroyable, et d'avoir aussi partagé avec un studio photo en Chine des photos, de voir comment ils travaillaient et de s'intéresser à ce travail, puisque c'est un travail qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, à la fois sur la technique et sur ce travail un peu dénudé. Ça a été vraiment intéressant, puisqu'il y avait des interprètes, donc il y a eu un échange quand même vraiment, vraiment super percutant. Comment t'en es venu à photographier des Chinoises et des Chinois dans ton univers? Parce qu'on parlait tout à l'heure en off des émotions chez les Chinois qui ne sont pas forcément faciles à avouer. Et ouais, c'est se mettre à nu dans tous les sens du terme. Ouais, alors je sais pas, ça a été mon agent qui me l'a proposé à ce moment-là, et qui m'a dit écoute, qu'est-ce que t'en penses? Et moi j'ai évidemment sauté sur l'occasion. Après, sur l'organisation à la chinoise, ça a été plus compliqué de gérer le shooting, parce que moi j'avais mes habitudes, il fallait que j'ai plusieurs flashs, un lieu de mise en scène avec ça a été beaucoup plus compliqué. Il a fallu que j'apprenne la résilience et me dire je sais, jusqu'au dernier moment je savais pas comment ça allait se passer, mais c'est effectivement mon agent qui à ce moment-là me l'avait proposé, et m'avait dit écoute, ça peut être une opportunité. Et donc j'ai évidemment sauté sur l'occasion dans un lieu fermé. Évidemment, on n'était pas dans un établissement en Chine, mais dans un lieu fermé au public, et de pouvoir travailler et les diriger, parce que ils parlaient chinois et moi je ne parle pas anglais, tu vois. Enfin, je parle anglais pire que le tien, donc on parlait avec des gestes, mais voilà. Et il y avait l'interprète, non, je plaisante, mais voilà, c'était assez. Moi, j'en garde un souvenir incroyable, et les photos, j'en suis toujours aujourd'hui. Alors autant je ne peux plus supporter mes photos aujourd'hui, mais ces photos-là, elles restent encore gravées pour moi. Il dit ça, mais là, on est dans son salon, il y en a partout. Oui, alors. Ok, c'est très bien. Là, c'est un coup bas, ça, Julien. Effectivement, c'est ce que je lui disais en arrivant quand il est venu. Je lui dis, écoute, tu vois l'ego du mec, il a des photos de son travail partout. Oui, écoutez, exposez-moi, parce que il va bien falloir que je sorte mes photos de chez moi. Donc, à bon entendeur. Non, mais oui, voilà, mes photos, j'ai vraiment du mal. Mais je pense comme toi. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on ne les supporte plus, entre guillemets, on les voit plus. On passe trop de temps à les travailler, à les penser, à les faire et à les regarder. Ouais. Donc du coup, je n'y accorde absolument plus d'importance. Mais ces photos en Chine ont une résonance particulière pour moi, parce que déjà elles sont faites en Chine, et puis parce que j'avais pas du tout les mêmes repères. Est-ce qu'il y aura Night Call, Beijing, les fleurs du mal? Bye.
Beijing. Ah, moi, l'anglais et j'adorerais. le chinois. Non, mais j'adorerais. Fais-moi partir, Julien. Ah non, mais j'adorerais, moi. Après, je pense qu'il va falloir en parler avec, si tu veux, avec la Chine et le gouvernement. Ça va être, à mon avis, très compliqué. Mais non, mais j'adorerais. Ça fait partie même des projets que j'avais à court terme ou à moyen terme, c'est de travailler sur des cultures dans un univers comme ça qui n'est pas habitué à ces émotions de séduction, de volupté, sensualité. Et voilà, ça m'intéressait, ça fait partie d'une idée de projet que j'avais de travailler avec des mannequins asiatiques dans un univers très différent peut-être aussi, mais où justement les émotions et la manière de se tenir, de poser, de penser est très différente. Je trouverais ça assez intéressant. Mais voilà, il faut que j'en parle avec Xi Jinping d'ailleurs. Et il faut que je le contacte prochainement. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Ou du coup, j'ai peut-être peur de ne pas revenir ici non plus. Donc voilà. Ou de ne pas pouvoir y aller. Ou mieux, je préférerais ne pas plus pouvoir simple. y aller. C'est plus simple. Mais effectivement, si je fais une demande officielle, ça risque d'être un peu plus difficile. Mais c'est un sujet, effectivement, depuis que j'ai été confronté à la Chine et à la manière dont la culture et ils ont grandi, comment ils se construisent, ça m'a interpellé, effectivement. T'en as fait quoi de ces photos prises en Chine ? Alors j'en ai fait. Elles ont été dans des magazines, elles ont été publiées à plusieurs reprises dans des magazines, je crois américains, anglais, je ne sais plus exactement. Après, elles sont sur mon site. Et puis il y a eu un article qui a été écrit par un journaliste lyonnais, un bel article. Sur j'avais la chance d'avoir cet article écrit sur mon périple au sein de Beijing. Donc elles sont toujours là en fait, elles sont sur mon site internet, elles sont présentes et puis elles ont un peu voyagé à travers les États-Unis dans certains magazines, voilà. Les mannequins qui sont dessus les ont vus ? Alors pas tous, pas toutes, puisque la communauté. Alors, oui, les mannequins qui sont en France l'ont vu, ceux qui sont en Chine n'ont vu que quelques photos, mais n'ont pas vu effectivement tout le travail, puisqu'il y a pas de, ils n'ont pas accès à nos réseaux, nous Européens. Google leur est interdit, donc c'est plus compliqué. Mon site web ne passe pas en Chine, donc c'est plus compliqué d'avoir accès à la fois à l'article, etc. Mais ça a été partagé sur mon application WeChat. Je suis moitié chinois maintenant. Oui, donc ils ont vu, on va dire, l'essentiel, évidemment. Et j'ai partagé les photos que j'avais fait d'eux. Et les retours ? Les retours sont très distanciés. C'est ça qui est intéressant. C'est joli lieu, la lumière est belle. Les expressions sur eux est plus difficile. Voilà. Encore une fois, la Chine a moins tendance à s'exprimer comme nous et donc a beaucoup plus de retenue. Donc c'est plus difficile à cerner. On va quitter la Chine, on revient sur l'édition. Avec grand plaisir, Julien. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans cette aventure de l'auto-édition ? Un conseil sur l'auto-édition d'un ouvrage, hein, on est d'accord ? Ouais. Le conseil, c'est non, c'est difficile à dire. Comment je pourrais me sentir légitime de donner un conseil pour sortir un livre, alors que j'en ai fait qu'un et ça a été pas réfléchi. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il faut le faire avec son cœur. Voilà, l'auto-édition, pour moi, aujourd'hui, on parle beaucoup de parler de soi, de faire du copywriting, on met des mots très compliqués pour dire qu'il faut parler d'émotions, se livrer. Il est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est important d'expliquer le pourquoi du comment. Donc, je dirais que l'essentiel, c'est d'être honnête avec soi-même et d'expliquer avec ses mots et sans chercher à survendre ou à se sous-vendre, mais simplement de dire pourquoi on le fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, à mon avis, qui plaît et qui fonctionne. Moi-même, quand je vais regarder le travail d'un artiste, que ce soit le tien, ce qui me plaît derrière, c'est pas simplement la photo, c'est tout le parcours et tout ce qui s'est passé pour en arriver là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment dedans. On est sur les émotions dégagées à travers un travail, plus seulement le travail. Je pense que le travail aujourd'hui, aussi talentueux soit-il, ne suffit plus. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qui est derrière ? Pourquoi il a fait ça ? Qui il est. Alors avoir des éléments, mais je pense qu'il faut se livrer avec intelligence et parcimonie, mais le seul conseil que je dirais, c'est livrez-vous et puis jetez-vous.
en sachant que c'est un travail. C'est qu'il va falloir effectivement en parler autour de vous, en faire parler, et puis ne pas avoir de difficultés d'ego et d'accepter que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Simplement, vous avez envie, on a envie, on le fait. En tout cas, l'auto-édition et le crowdfunding, ça a un avantage, c'est que si ça ne se fait pas, c'est pas grave. Chacun repart avec sa mise, et puis voilà, l'ouvrage, l'édition ne se fait pas. Donc ça n'a pas beaucoup de conséquences. Merci Pierre. Merci Julien pour cette interview. Alors le livre de Pierre Sage, donc Night Call Lyon, les fleurs du mal, est disponible sur la plateforme Collection Miwa. Et si vous avez aimé le podcast, je vous invite à mettre une note. Alors 5 étoiles, on n'acceptera rien en dessous. Et 5 étoiles, il m'a dit pareil. Et un très bon commentaire.